La solution elle est toute simple et se résume sur cette image. C'est tout simplement l'utilisation des contreforts, ce qu'on appelle des contreforts à l'arrière du mur. Et vous voyez bien que lorsqu'on coule ce béton-ci, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à la courbe de sollicitation que voici. Parce que plus c'est sollicité, plus il faut mettre du béton et d'acier pour résister à ces sollicitations-là. Or, la solution qui a été adoptée ici est tout simplement venue apporter une solution sur le seul point qui n'est même pas sollicité quand je regarde la courbe de sollicitation, c'est-à-dire le point qui a la solution nulle, ce qui a contribué plutôt à changer le mode de fonctionnement de notre mur. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'instant génie civil. Dans la vidéo précédente, on a vu ensemble pourquoi est-ce que les murs de soutènement sont à la fois des ouvrages très dangereux, malgré le fait qu'ils soient parmi les plus négligés en Afrique. Donc, ceux qui n'ont pas vu cette première partie, je vais mettre le lien dans la description. Je vous invite à la regarder. Aujourd'hui, on va analyser comment a réagi un professionnel, entre guillemets, face à un mur de soutènement qui était en train de céder. Donc, c'est une vidéo que j'ai juste trouvée sur Internet. Je me suis dit que ça peut être très utile de la commenter. Donc, on va analyser la solution qu'il a adoptée et ensemble, on va comprendre pourquoi c'est pas une solution qui résout le problème, mais qui le déplace tout simplement. Donc, déplacer le problème, c'est peut-être juste le temps de livrer son chantier et après, c'est au maître d'ouvrage de découvrir les dégâts. Donc, on va commencer par regarder la vidéo et après, on revient pour commenter. Écoutons. Le problème, c'est qu'au Cameroun, on ne sait pas ne pas faire ce qu'on n'a pas appris à faire. Voici dans un mur de soutènement, si véritablement ils ont considéré que ça devait être un mur de soutènement qui a lâché. Et on est venu soutenir avec des bras supplémentaires. Vous voyez? Alors, je ne sais pas sur quoi le monsieur compte, en ajoutant les bras que vous voyez à droite là. Mais il va certainement continuer avec son mur là, je ne sais pas comment il va faire. Donc, peuple, vous voyez que c'est très important de pouvoir compter sur des professionnels. Avant d'analyser cette situation, je vais donner un conseil au maître d'ouvrage. Lorsque vous confiez vos travaux à un professionnel, et honnêtement, dans le domaine, on n'est pas à l'abri d'une erreur, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et après, il faut proposer des solutions. Lorsque vous confiez un travail à un professionnel et qu'il commet une première erreur, lorsqu'il vous propose la solution, faites valider cette solution par un autre professionnel. Parce que le maître d'ouvrage n'a pas les capacités techniques pour valider une proposition. C'est pour ça qu'en général, il se fait accompagner par une assistance à maîtrise d'ouvrage pour lui permettre de prendre des décisions sur des sujets plutôt techniques. Donc, typiquement, sur un mur de soutènement comme celui-là, je n'aurais jamais conseillé au maître d'ouvrage de continuer d'investir de l'argent pour soutenir le mur de soutènement avec des bras pareils. Et on va voir pourquoi dans la suite. Donc, la première remarque, peut-être la seule qui est positive, c'est que le mur de soutènement a été déchargé avant d'être renforcé. Alors, on ne fait pas des travaux de renforcement sur un mur de soutènement déjà en place parce que lorsque le mur de soutènement est déjà chargé, tout ce que je peux mener comme action peut contribuer à le déstabiliser et ça risque de me tomber dessus. Donc, on a enlevé la terre à l'arrière du mur, le mur a été déchargé. Maintenant, analysons la solution. Pour moi, c'est le seul point positif que je trouve. La solution, pour analyser la solution, il faut comprendre de manière succincte le principe de fonctionnement de mur de soutènement. Donc, le premier point négatif, c'est tout simplement l'espace que cette solution prend. Donc, je pense que si le maître d'ouvrage avait assez d'espace, il n'aurait pas opté pour un mur de soutènement. Donc, cette solution prend toute cette surface qui est perdue. Et pour moi, ce n'est tout simplement pas possible de perdre autant d'espace sur le terrain. Simplement parce qu'on ne veut pas recasser le mur et le refaire. Donc, maintenant, une fois que c'est dit, on va essayer de comprendre comment cette solution change le principe de fonctionnement du mur et est tout simplement en train de repousser la rupture. Alors, un mur de soutènement, c'est tout simplement ce qu'on voit là en noir. C'est cette partie-ci entière renversée. Et en rouge, ça représente ce qu'on appelle la poussée des terres qui tend à déstabiliser le mur. Donc, pour résumer la situation que nous avons, ça se résume sur cette figure. Avant, on a un mur de soutènement avec la poussée de terre en rouge qui peut être résumé par une charge ponctuelle R. Et après, la solution qui a été proposée, c'est de venir bloquer le déplacement de la tête du mur que voici. Donc, j'ai représenté ça comme ceci. On va pas entrer dans les détails de direction de l'appui et autres. Donc, voilà la situation. Maintenant, il faut savoir qu'avant, le mur de soutènement fonctionne, c'est comme cette règle que je bloque en bas et sur lequel j'applique une charge, la charge résultante ici.
vous êtes d'accord avec moi que la rupture va venir quelque part dans cette zone. Et c'est tout simplement matérialisé par ce qu'on appelle la courbe de sollicitation qu'on voit ici l'envers, où le maximum est tout simplement à la base du mur. Maintenant, une fois que nous avons ce mur qui garde son appui encastré en bas, les charges, les poussées de terre, et que nous venons bloquer ici, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement comme si on a bloqué la partie basse et la partie haute de cette règle, et on applique toujours la même charge. Vous voyez que initialement, la zone qui devait rompre était ici, mais maintenant, lorsque j'applique cette charge, la zone qui va rompre se trouve plutôt quelque part dans la partie intermédiaire de la hauteur du mur, et plus précisément dans cette zone que voici. Donc, c'est tout simplement comme si maintenant on a une poutre sur deux appuis et sur lequel on applique une charge que voici. Donc, la poutre va se déformer comme ça et on a tout simplement un maximum là. Et c'est dans cette zone que la rupture risque de se produire. Et c'est pour ça que cette fois, on renforce cette zone. Donc, en résumé, cette solution qui consiste à bloquer la partie supérieure du mur pour éviter sa rupture a tout simplement fait quoi? Ça a tout simplement déplacé la zone critique, c'est-à-dire la zone où le mur peut potentiellement rompre. Dans le premier, initialement, c'était là à la base du mur côté contre terre. Donc, ça l'a tout simplement déplacé côté opposé et fait remonter d'environ un tiers par rapport à la hauteur du mur dans cette zone. Donc, la véritable question est celle de savoir, est-ce que dans la configuration actuelle, cette zone est prête à recevoir ce maximum de charge de... C'est ça la question qu'il faut se poser. Si c'est non, bah, on a tout simplement changé le mode de rupture du mur. Donc la solution est toute simple et se résume sur cette image. C'est tout simplement l'utilisation des contreforts, ce qu'on appelle des contreforts à l'arrière du mur. Et vous voyez bien que lorsqu'on coule ce béton-ci, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à la courbe de sollicitation que voici. Parce que plus c'est sollicité, plus il faut mettre du béton et d'acier pour résister à ces sollicitations-là. Or, la solution qui a été adoptée ici est tout simplement venue apporter une solution sur le seul point qui n'est même pas sollicité quand je regarde la courbe de sollicitation, c'est-à-dire le point qui a la solution nulle, ce qui a contribué plutôt à changer le mode de fonctionnement de notre mur. En résumé, si vous êtes maître d'ouvrage et que vous avez un projet en cours ou bien un projet futur, donc nous vous offrons un accompagnement pour vous aider à prendre des décisions techniques. Donc, c'est ce qu'on appelle une assistance en maîtrise d'ouvrage. Donc, au-delà de nos capacités à faire vos études ou bien de réaliser vos travaux, vous avez également cette offre de service-là d'assistance en maîtrise d'ouvrage qui est très important pour vous permettre de prendre les bonnes décisions techniques face à certaines situations sur votre chantier. Si ce type de contenu vous intéresse, merci de vous abonner et de partager pour sensibiliser. À très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'instant Génie Civil. Ciao.